Alors déjà, merci de répondre à nos questions sur la vraie famille. Alors justement, la vraie famille, comment est venue la genèse de ce film? Alors, donc cette histoire-là, qui est en fait née d'une histoire de mon enfance, on a été famille d'accueil. Je serai Adrien, donc l'aîné en fait dans la famille. C'est une histoire que j'ai envie de raconter depuis longtemps. Enfin, c'est pas que j'ai envie de la raconter depuis longtemps, je sais que je peux en faire quelque chose, qui a peut-être du cinéma à faire à travers cette histoire-là. J'ai mis longtemps avant de trouver par quel axe, comment, quel bout de cette histoire. Est-ce que je raconte l'arrivée de cet enfant? Est-ce que je raconte son départ? Est-ce que je raconte même toute la partie oui? Enfin voilà. Ça m'a mis un certain temps. J'ai fait un premier long métrage qui s'appelle Diane à les épaules, qui était une manière un peu détournée, un pas de côté de raconter cette histoire-là, parce que c'est une femme qui porte un enfant pour d'autres. Et ma productrice Marie Dubas, avec qui j'ai une relation de travail assez forte, m'a dit vas-y maintenant, mets le nez dedans, raconte-la. Mais avant ça, il fallait au moins 3 étapes importantes. C'est de me détacher de la mienne en passant par un travail d'enquête qui a été de rencontrer d'autres familles d'accueil, qui a rencontré d'autres éducateurs spécialisés, à l'intérieur desquels d'ailleurs j'ai entendu une histoire d'un petit garçon qui est un peu équivalente à celle de Simon dans le film, que j'ai greffé à la mienne. L'autre, c'était de me dire oui d'accord, mais est-ce qu'au moins je vais faire film? Et la manière de se rassurer, c'est de se dire à quel genre de cinéma ça pourrait se rapprocher. Donc le mélodrame populaire a été très vite un endroit où je me suis dit oui, ça je veux bien aller vers là, je veux bien m'autoriser à aller vers là. Et on met des films dans son panier à référence. Il y avait Kramer contre Kramer qui était important, il y avait The Kid, il y avait E.T. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je trouvais des références à E.T. Oui. Ce ne serait-ce aussi par cette minuscule chambre, le fait d'être beaucoup dans les draps, les couvertures. Ça m'a fait penser aussi à cette déchirure de repartir d'où on vient. Exactement, il y a E.T., je pense que j'ai vu E.T. au moment où j'ai vécu cette histoire-là. Là, le désir et l'amour du cinéma, là, à mon avis, ils ont explosé à cet endroit-là. S'il y avait un terreau propice à ça, peut-être en moi, en tout cas, ça a explosé avec E.T. On a poussé le vice jusqu'à trouver des maisons qui sont construites sur le principe des maisons américaines. Et donc, on retrouve même les mêmes placards qu'il y a dans E.T. Et c'est ça qui m'a fait aimer cette maison-là, qu'on l'a trouvée par exemple. Tout simplement, hein, on met un sweat rouge à Jules pour qu'il ressemble à celui d'Eliott, mais la vraie relation, celle qui m'intéresse et que je trouve, et même aujourd'hui quand je vois E.T., c'est un film qui me passionne, parce que ce qu'il a réussi à faire, la relation, cette espèce de lien improbable entre un extraterrestre et un petit garçon, quand l'un est malade, l'autre aussi, c'est comme ça que j'ai construit en termes d'écriture le lien entre Mélanie et le petit Simon, quoi. Voilà. Cette déchirure, de cette Voilà. séparation aussi qui fait énormément penser à E.T. Quand j'ai vu E.T., j'étais avec ma mère au cinéma et on a pleuré toutes les larmes de notre corps, tous les deux, ensemble, pour la première fois. C'est la première fois que j'allais au cinéma avec ma mère. Et il y avait cette scène de départ incroyable où ce petit garçon, enfin je dis ce petit garçon, vous voyez, je me trouve moi-même, cet extraterrestre doit retourner dans sa famille. Voilà. Et donc il n'y a pas d'antagonisme là, juste il doit retourner avec eux. Et en même temps, eux, ils se sont occupés de lui. Donc c'est pour ça que ça m'a été important d'aller chercher d'autres histoires et de trouver cette histoire de ce père qui a envie de récupérer sa place de père et qui est légitime. Et donc, on se retrouve avec un endroit où il n'y a pas de méchants, où il n'y a que des gens qui aiment. Et même comme ça, ça reste complexe et ça reste déchirant. C'était peut-être ce que ça raconte pour moi de ce genre de situation. C'est-à-dire que c'est une équation qui est impossible à résoudre. Alors c'est vrai que là, sur ce cas-là, on a affaire à un papa aimant, hein, le papa biologique, j'entends. C'est pas toujours le cas, hein, mais je pense que c'est aussi encore plus déchirant finalement. Non, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est moi, l'histoire que je présente, elle est assez idéale. Ceci étant, les parents, dans beaucoup d'histoires, ont envie d'être ces parents aimants. Ils ont souvent envie de l'être. Sauf qu'ils ne sont pas armés, ou la vie les a cassés, ou la vie les a perturbés, les a mis à un endroit où ils ont cette incapacité à l'être. Mais il y a quand même une envie, Et puis après, on est formaté à l'idée de dire c'est mon enfant, ça m'appartient, je veux en faire quelque chose, quoi. Et ça, cette donnée-là, et en fait, finalement, c'est presque Anna qui se retrouve là. Simon lui appartient, elle lui a tant donné. C'est sa propriété. Et c'est pour ça que son amour à elle déborde aussi. Et donc, Lies,
où trouve-t-on sa place en tant que père de famille d'accueil? T'es un peu comme un sphinx dans cette maison, t'es aussi le pilier, la personne sur qui on peut compter, mais en même temps, on prend plein la gueule, faut être clair, c'est pas facile cette position-là. Comment tu t'es préparé à ça? Comment tu as accepté le rôle? Parle-moi de ton rôle. Le personnage, c'est exactement ça. Moi, je suis un peu parti sur cette piste-là. Quand on s'est rencontré avec Fabien, c'est ce type qui, effectivement, va assez vite comprendre que de grosses turbulences vont traverser sa famille et que si finalement Anna a cet instinct maternel de ne pas lâcher Simon, lui il a l'instinct paternel finalement de protéger ce qui était avant Simon et qui devra être après. Et je suis vraiment parti sur cette piste-là. Et ensuite, c'est ce que je dis souvent, c'est vrai que j'ai vraiment travaillé pour le coup. Je ne vais pas vous raconter que je me suis énormément préparé. J'ai passé beaucoup de temps à lire le scénario. Et ensuite, j'avais une confiance aveugle sur le plateau en Fabien. Et donc j'étais vraiment dans une sorte, c'est assez rare que ça m'arrive, mais c'est très agréable quand ça arrive, dans une sorte de lâcher prise et de fonctionner un peu à l'instinct, des choses comme ça. Et puis après, il y a autre chose aussi qui est très... je pense que c'est... Enfin, dans notre métier, quand ça arrive, moi j'adore que ça m'arrive, ça arrive pas tout le temps, mais là c'est arrivé, c'est qu'on travaille avec des gens, moi Fabien et Mélanie aussi, tous les deux, j'avais envie de tout leur donner. Vous pouvez tout me demander. Limite du raisonnable. Mais vous pouvez tout me demander. Enfin vraiment, c'est-à-dire que j'avais envie de leur donner. Donc voilà, donc après je me suis vraiment laissé planer un petit peu dans cet environnement que créé Fabien avec les enfants, avec Mélanie, tout ça. Et voilà. Et puis aussi là-dessus, c'est aussi très agréable, c'est-à-dire que tout en étant assez précis dans ce qu'il veut raconter, et puis dans grosso modo, disons, la ligne de partition qui était la mienne, dans la symphonie, Fabien m'a laissé beaucoup de place. D'accord, donc. Et également cette relation, là on a 3 jeunes acteurs qui sont tous pour leur premier rôle quasiment. Comment on fait pour les accompagner? Parce qu'on leur demande de pleurer, un acteur c'est son job, même si déjà c'est pas simple. Voilà, de faire sortir les émotions. Est-ce que vous les avez vus grandir aussi à travers le film? Complètement. On les a vus surtout devenir comédiens en fait. Ouais, bien sûr, on les a vus devenir comédiens. On les a vus devenir comédiens, c'est-à-dire que effectivement, ils sont des enfants qui ont été pris en ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien demandé, on les a repérés, on a eu la chance qu'ils ont bien voulu jouer le jeu de ça, de passer les étapes de casting. Chacun, on les a choisis pour une croyance, un pari qu'on a en eux. Gabriel, c'est pour son regard, c'est sa manière qu'il avait d'écouter. Basile, c'est sur son petit décalage. Basile, c'est celui qui joue Jules. Voilà, il a un univers. Et là, Idriss, lui, il a été tout de suite. Alors, il avait une sorte d'instinct de comédien, parce qu'il était très bon. Il a été très bon tout de suite en casting. Et après, c'est l'implication qu'ils ont eue. Il était hors de question pour moi, parce qu'on se renseigne avant. Moi, j'avais jamais travaillé avec des enfants. Comment on fait pour obtenir des enfants ce qu'on a envie? J'avais beaucoup entendu d'histoires qui passaient par des histoires de manipulation. Par rapport à ce que le film racontait, par rapport à ce que moi j'avais traversé du rapport à l'enfance, il était hors de question de passer par là. Donc le pari, c'est qu'ils deviennent des comédiens, qu'ils comprennent ce que c'est, etc. C'était pas tout le temps facile, ça a été beaucoup de prises. Et la chance que j'ai eue, sur la question des pleurs là, dont vous parlez précisément, c'est que la scène où il pleure, ou à la fin où il doit se dire au revoir à Simon, Basile et Idriss, ils ont vu beaucoup Mélanie arriver à pleurer. Et ils ont voulu faire comme Mbappé. C'est-à-dire que Mbappé il fait ça, moi je vais faire pareil. Et ils ont passé leur tournage à essayer de s'entraîner à se faire pleurer l'un et l'autre, etc. Donc il y avait ce défi en eux, et puis le dispositif de tournage a permis que la scène, comme dit Lies, c'est des scènes en plan séquence, même si elles sont remontées après dans le film, la scène elle commence quand ils montrent la photo à Gabriel sur le canapé, et eux arrivent dans le plan. Et donc ils ont regardé le début de la scène avec moi, sur le combo, sur le petit écran de retour, et donc ils étaient imprégnés de l'émotion de la scène. Et quand il a fallu, et que moi j'ai senti qu'ils étaient bien chargés en émotion, parce qu'ils vivaient
Là, je les ai poussés, j'ai vu les larmes arriver au bord de leurs yeux, j'ai enlevé le casque et on les a balancés dans la scène et ils étaient prêts et ils ont donné ça. Et après, quand on dit cut, coupé, là les deux ils arrêtent, ils font comme s'ils avaient marqué un but parce qu'ils avaient réussi à pleurer. Voilà. Et quelle était la surprise je pense, enfin pour moi et je pense aussi pour Simon, parce que comme on n'avait pas du tout répété la scène, leur arrivée, quand on s'est retourné, qu'on les a vus, moi je me souviens de les avoir vus en larmes, et c'est vrai qu'on était déjà à quelques semaines, on était plus proche de la fin que du début. Oui, on était vraiment proche. Donc là de la vraiment fin, c'était l'apogée, si vous voulez, de eux acteurs, quoi. C'est que tout d'un coup, Ouais, c'est ça. oh merde, il m'avait bluffé, quoi. Alors, je vais vous poser la dernière question. Il y en aurait bien évidemment bien d'autres, hein, mais bon, on a un planning serré, surtout le vôtre. Le film a été présenté à Angoulême, multi-récompensé à Angoulême, d'après mes sources. Énormément aimé par le public. C'est vrai qu'Angoulême est aussi un festival comme ici, un festival de public, donc des vrais gens, pas que des professionnels qui viennent voir les films. Quelle est pour vous l'importance justement d'aller porter votre bébé, votre E.T. Au public et d'entendre des réactions, d'en discuter avec eux? Aller à l'endroit que vous pointez, même dans ce de festival, comme je vous disais, j'avais fantasmé l'idée de faire un mélodrame populaire. Et dans le mot populaire est presque plus important que le mot mélodrame dans mon histoire. J'ai une grande croyance dans le cinéma d'auteur français, dans ce qu'il a amené. Il n'empêche que pour ce film-là, mon fantasme, c'est de trouver cet endroit où j'ai l'impression à la fois de faire un film d'auteur et que ma mère puisse le regarder, quoi, et l'apprécier tout autant que quelqu'un qui connaît Cassolette sur le bout des doigts. Et voilà, on fait ce pari-là, on travaille pour que ça arrive. Et depuis que le film circule, que ce soit à Angoulême, ici, tous les festivals que j'ai pu faire avant, on me renvoie un tout petit peu ça. C'est très, 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 très grisant. Ceci étant, je suis bien conscient que il y a un côté, dans un moment donné, ce qu'on appelle la grâce, le miracle, un film, ça appartient aussi à un truc qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire que les planètes, on a bossé pour que toutes les planètes soient là, mais à un moment donné, à la fin, il faut qu'il y en ait une dernière qui s'aligne, celle-là, on ne la tient pas. Et je sais très bien que je vais repartir à zéro pour celui d'après. Ça ne veut pas dire que j'ai mis le doigt sur quelque chose du tout. Ça appartient à ce film-là. Alors c'est vrai, il y a Lars von Trier, il y a Haneke, il y a des gens qui font du cinéma d'auteur mais populaire. Et c'est vous, avec La Vraie Famille. Donc on ira. Merci. Et bon, et... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.